Nous allons écouter maintenant une rencontre enregistrée le 21 octobre 2023. La librairie Ombre Blanche consacrait 3 moments de discussion et de réflexion autour de l'ouvrage collectif Colonisation de notre histoire, ouvrage collectif réunissant plus de 250 chercheuses et chercheurs issus du monde entier, et nous proposons d'en jeter un nouveau regard sur la colonisation. De ces 3 moments, nous allons écouter le dernier, le moment 3, intitulé « La France, une société post-coloniale ». Et pour en discuter, Pierre Singaravelou, qui a dirigé l'œuvre, et Guillaume Blanc, l'un des chercheurs donc, de cet ouvrage « Colonisation, notre histoire », paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons commencer cette 3e séance, si on considère que Patrick Deville faisait partie il faisait en tout cas partie du voyage, et il était dans ce 2e moment autour de votre livre Colonisation de notre histoire. Là, ce matin, on va dire que l'accent va être plutôt mis sur la France, une société post-coloniale, mais déjà ça a été en partie évoqué hier. Je voudrais vous remercier à nouveau tous les deux de vous être rendus aussi disponibles pour parler de cette somme au nom de tous ceux qui l'ont constituée. Redire un peu ce que je disais hier dans le débat avec Patrick Deville, puisque c'était un débat autour de littérature et histoire. Du point de vue du lecteur, on peut dire qu'on rentre dans la lecture de votre livre comme on rentre d'une certaine façon en littérature. Simplement, évidemment, tout cela appuyé par la véracité des propos Alors, il y a combien d'articles en tout, tu disais Presque 300. Presque 300. Voilà, donc nous vous laisserons, après cette rencontre, découvrir chez vous, dans le silence, tout le contenu magnifique de ce livre, magnifique et questionnant, évidemment. Là, les questions, vous pourrez les poser à nos deux invités, on va dire dans à peu près 3 quarts d'heure. On se gardera à peu près pareil, 3 quarts d'heure de rencontre. Et puis, ils ont hier signé beaucoup de livres, mais je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait continuer. Après tout, ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'avaient pas la chance d'être dans ces 4 heures de rencontre, pourront profiter aujourd'hui de ce moment avec eux. Je voudrais à nouveau remercier nos amis de l'Histoire à venir de nous avoir aidés, mais aussi, parce que je les ai oubliés hier, le CIDES, qui nous a beaucoup aidés à diffuser l'information, et puis les amis du monde diplomatique. Voilà, il faut rendre aussi à ceux qui nous aident cette justice de faire circuler les informations. Bon, maintenant, je crois que c'est à vous. Voilà. À toi, Pierre, peut-être. Oui, merci Christian. Alors, encore une fois, merci à Hélène, merci à toute l'équipe d'Ombre Blanche de consacrer ce marathon exceptionnel à cet ouvrage collectif hier et aujourd'hui. On est très, très heureux de vous retrouver. Je dis vous retrouver parce que pour le coup, nombre d'entre vous étaient là déjà hier pour ces 4 heures d'échange. Et donc, on ne va pas vous refaire la présentation générale de l'ouvrage. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, simplement vous dire que c'est une entreprise un peu hors norme qui a pris 3 ans de temps, ces 3 dernières années, réunissant 268 auteurs dont près de la moitié sont étrangers. Et donc, il s'agit d'une histoire du fait colonial français sur le temps long. Et donc on en vient à la séance d'aujourd'hui qui porte sur le temps présent. Alors le temps présent dans une acception large, puisqu'il s'agit au fond, on va parler aujourd'hui du moment des décolonisations jusqu'à nos jours, ce fameux temps post-colonial. Et c'était très important pour nous dans ce livre de commencer par cela, commencer par le temps présent, parce que comme on l'a dit très rapidement hier, nous avons adopté une démarche régressive. C'est-à-dire que nous sommes partis du temps présent pour remonter le fil du temps. Souvenez-vous, 5 parties. Une première partie qui concerne la période des années 1960 jusqu'à nos jours. Une deuxième partie sur les décolonisations des années 1930 aux années 1960. Une troisième partie sur l'empire colonial contemporain, 19e, 1er, 20e. Et puis l'Empire moderne, 17e, 18e, et puis les mondes d'avant, toutes ces sociétés avant l'intrusion européenne. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti du temps présent ?
pour plusieurs raisons. On est parti du temps présent d'abord parce que c'était une manière pour nous de nous adresser plus directement aux lectrices et aux lecteurs. C'est-à-dire de partir au fond de vos interrogations, de votre perception du passé, des traces nombreuses qu'ont laissé ce passé colonial dans la société française, mais aussi dans les anciennes colonies, et c'est de cela aussi dont on va parler avec vous ce matin. Et donc ça, c'était un premier point, partir des interrogations contemporaines pour interroger le passé. Et en fait, cette démarche-là, c'est tout simplement la démarche des historiennes et des historiens, en général, qui, en fait, lorsqu'ils abordent un sujet, eh bien, essayent du moins de poser de nouvelles questions au passé, des questions depuis le présent, donc au passé. Et donc c'est, au fond, cette démarche historienne qui est banale, qui est instinctive, que nous avons essayé de retraduire dans ce livre, sauf que, en fait, la plupart des chercheurs, ça vous a pas échappé, lorsqu'ils rédigent finalement leur ouvrage, eh bien, ils remettent la chronologie dans le bon ordre. Et ils effacent quasiment totalement cette démarche rétrodictive, cette démarche régressive, c'est-à-dire partir du présent pour le passé, pour remettre la chronologie dans le bon ordre. Et nous, on a essayé de faire d'être d'une certaine manière assez transparent et honnête de ce point de vue. Et c'est pourquoi nous avons débuté le livre par ces traces du passé colonial jusqu'à aujourd'hui. Alors ces traces du passé colonial, en fait, je dois dire, pour être totalement franc avec vous, jusqu'à il y a 3 ans, je n'imaginais pas l'importance de ces traces dans nos sociétés. En fait, j'étais plutôt même sceptique. Ça, on n'a jamais eu cette discussion avec Guillaume, donc c'est pour ça qu'il me regarde en souriant, parce qu'il découvre quelque chose. J'étais plutôt prudent et sceptique sur les processus de continuité. C'est-à-dire, je me disais, l'historien, vous savez, l'historien et l'historienne, ce sont des spécialistes du changement. Là où, par exemple, les sociologues vont aller chercher les régularités, les historiennes et les historiens sont fascinés par les ruptures, les changements, les évolutions, etc. Et donc, a priori, eh bien moi, je pensais que l'époque postcoloniale était surtout marquée par des ruptures, des reconfigurations, mais assez peu de continuité. Et en fait, ce qui est très frappant, en mobilisant ces spécialistes des 4 coins du monde, on va en parler sur toute une série de lieux d'observation, de phénomènes, etc., c'est de voir à quel point le passé colonial pèse encore aujourd'hui, de différentes manières, et parfois de manière imperceptible. Et c'est pourquoi nous commençons l'ouvrage par un article. Alors, Christian l'a dit, hein, l'ouvrage est constitué de 300 contributions, mais elles sont de taille variable. Ça va de 2 pages, 5 pages, parfois un peu plus long, 10, 15 pages. Et donc vous pouvez comme ça picorer, vous pouvez à la fois le lire de manière continue, mais aussi le lire totalement dans le désordre. Et on commence l'ouvrage avec une contribution sur l'orangina. L'orangina, cette boisson bien française que vous connaissez tous et qui a été conçue et qui est encore considérée par les Français comme la boisson qui peut rivaliser avec Coca-Cola et Pepsi, ces machines de guerre états-uniennes à l'échelle mondiale, parce que Orangina a été une réussite économique, s'est exporté un peu partout dans le monde. Voilà. On commence le livre avec Orangina, ce qui peut paraître très anecdotique, et on se dit, mais alors, quel rapport avec le passé colonial ? Justement, ce qui est intéressant avec Orangina, c'est que lorsque vous buvez Orangina, et là, on est sûr que c'est dans 100% des cas, vous ne faites pas le lien avec le passé colonial français, alors qu'en fait, Orangina a été inventé par Léon Béton, un juif algérien, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, alors que l'Algérie, comme la France, subissait une récession économique mondiale, et que Léon Béton cherchait un nouveau débouché pour les oranges d'Algérie. D'où cette invention de l'orangina qui va être ensuite popularisée par les appelés du contingent, ces jeunes Français qui, dans les années 50-60, sont appelés en Algérie pour, dans le cadre de la guerre d'indépendance et la guerre de libération de l'Algérie. Ces jeunes Français vont revenir ensuite en France, évidemment, et introduire
popularisé massivement la consommation de l'orangina en France. Orangina qui va être en 62 délocalisé du jour au lendemain à Vitrolles, hein, alors qu'en fait l'orangina a été inventé à Bouffarique. On est dans la plaine de la Mididja. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comment, bon, d'abord la trajectoire de l'orangina et l'oubli de son passé colonial, puisqu'à partir du moment où il est produit à Vitrolles, bon, bah, on gomme ce passé colonial. Mais ce qui est intéressant dans l'article d'Arthur Asseraf qui consacre à l'orangina, c'est qu'en fait, l'orangina, ça n'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet qui nous permet de comprendre le système économique colonial français en Algérie. Pourquoi ? Eh bien parce que, en 2 mots, les colons français, comme vous le savez, débarquent très progressivement et très lentement à partir de 1830 et notamment s'intéressent prioritairement aux régions les plus riches de l'Algérie, aux régions les plus fertiles de l'Algérie. Et la région la plus fertile de l'Algérie, c'est notamment la plaine de la Mitidja, précisément où se trouve Bouffarique, là où les Algériens bien avant l'arrivée des Français, cultivent l'orange. Hein, on sait bien que la cuisine maghrébine utilise la fleur d'oranger, etc. Et les Français, en arrivant, vont développer un système intensif d'agriculture de l'orange et de l'agrume, non pas pour la consommation locale, mais pour l'exportation. Et vous avez là la définition de ce qu'est une économie extravertie coloniale, c'est-à-dire une économie qui est faite non pas pour les populations locales, y compris pour les colons, mais pour l'exportation en métropole. C'est ça, l'économie coloniale, c'est une économie extravertie d'exportation. Et donc ces oranges vont être produites par, on a le chiffre, en gros 90% des propriétaires étaient français et européens, et la plupart des paysans ont été expropriés de leurs terres dans cette plaine de la Midija. Donc vous voyez comment fonctionne cette économie coloniale à travers un tout petit exemple qui est celui de l'orangina. Alors peut-être que tu peux évoquer toute une série d'autres traces, cette fois plus perceptibles, dans la France d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je ne savais pas qu'au début, Pierre avait un doute sur la société postcoloniale. Mais voilà, c'est parce qu'on travaille, toi, à la base, plutôt sur le 19e, et moi, à la base, plutôt sur 1960 à nos jours. Mais oui, en fait, toutes ces traces, là, on a parlé de l'orange pour Orangina, mais l'orange, c'est un peu moins consommé que l'Orangina, mais c'est le picon. Le picon bière, cette espèce de soleil qu'on met dans sa bière. Le picon bière, celles et ceux qui en boivent, l'image du picon bière, c'est un soldat français sur son cheval. En fait, c'est les oranges d'Algérie. Mais il y a beaucoup d'autres traces, mais alors là, qui vont être très concrètes. Le bouquin commence effectivement avec Orangina, mais aussi avec les mots de l'insulte. C'est une collègue, Marie Treps, qui nous parle de bougnoul. Donc bougnoul, cette insulte. Mais à la base, et elle nous l'explique, bougnoul est un mot wolof pour désigner l'homme noir, mais qui n'était pas du tout péjoratif, c'était un mot. Et elle nous montre comment ce mot est passé d'abord en wolof, ensuite une insulte en France, quelque chose de péjoratif, et après quelque chose qui va désigner même plutôt des Arabes. Mais on a aussi la chanson. On a Karim Amou qui nous fait un article. Et alors, il montre bien que c'est pas uniquement sur le rap. Mais on a Rachita, Douce France, qui a été la chanson la plus connue, alors qu'il y avait d'autres chansons. Mais d'où ça vient ? On a, pour celles et ceux qui aiment le rap, La Rumeur, avec cette chanson Le Cuir. En fait, il parle du cuir de la valise que tous ces immigrés, d'Algérie notamment, qui vont arriver avec cette valise en cuir. Eh ben, c'est la trace aujourd'hui. Rosset, la France a des problèmes de mémoire, parce que Rosset expliquera comment son grand-père a combattu contre Vichy. Mais on a aussi des paysages. Si on est par exemple à Cherbourg, eh bien à Cherbourg, là c'est le géographe Stéphane Vallogne qui nous le montre, toutes les rues de Cherbourg, du centre-ville, ce sont des Français qui, après la guerre de l'opium contre la Chine, sont partis conquérir l'Indochine. Eh bien toutes ces rues, aujourd'hui à Cherbourg, c'est encore cela. Et si on va encore plus loin, quand on a ces traces très perceptibles, en fait, on a d'autres traces beaucoup moins perceptibles. Mais prenez le livre le plus vendu en 2016, Astérix et les papyrus de César. 16 millions d'exemplaires. Eh bien, pensez à tous ces enfants, et dont nous avons fait partie
pour beaucoup, qui lisent Astérix, avec cette image de personnes de couleur noire, mais qui ont un faciès si particulier dans Astérix, où il va même y avoir marqué, ah oui, ce sont les scribes, et puis il y a la petite phrase en dessous dans la bulle qui va dire, à l'époque, nous les appelions les nègres. En fait, oui, être nègre pour un écrivain, et ben là, on a ces images-là. Mais pourquoi ces images sont-elles acceptables ? Mais parce qu'en fait, il faut revenir à Hergé, au tout début. Et quand Hergé fait son premier Tintin au Congo, là, c'est pas Astérix, quand il l'écrit en 1930, on a Tintin qui est devant une classe d'élèves noirs au Congo belge et qui dit « Mes amis, je vais vous parler de votre patrie, la Belgique ». Ok, on est en 1931. Deuxième édition de Tintin au Congo, 1946. On ne peut plus dire ça. Pourquoi ? Parce qu'après 1945, quand la guerre a été gagnée avec la majorité en Afrique et même dans beaucoup de contingents qui étaient des soldats coloniaux, on ne peut plus dire « on va vous parler de votre patrie ». Donc Hergé modifie. Et qu'est-ce qu'il modifie dans son texte ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre les mathématiques. Allez, 1 plus 1, combien font 1 plus 1 ? Eh bien, toutes ces images, eh bien, c'est ce que Édouard Saïd appelait l'orientalisme, sur la manière dont l'Occident s'est construit comme supérieur, tout en inventant un être inférieur. Mais ces images pèsent encore aujourd'hui. OSS 117, le film le plus vu quand il est sorti de France. Pensez à ces blagues où c'est Jean Dujardin avec ce personnage qui est un cliché exprès. Et pensez à ces blagues que tout le monde connaît. Il parle des Shintok, où il dit, il est dans cet ascenseur, c'est pas un spoil, où il dit, oh désolé de ne pas avoir pu tous les tuer à Hofstadt, quelle mission. Il dit, ah oui, tous ces bouffeurs de riz. Mais pourquoi ces blagues ? Le problème ne sont pas que ces blagues soient dites. La chose qu'il faut interroger, c'est que ces blagues soient totalement entendables. Et là, on peut passer à des choses plus sérieuses, comme on fait dans le livre. Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. L'homme noir, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème, ça n'est même pas tant qu'un président français ose dire cela devant un parterre d'universitaires à Dakar. Le problème est que ce discours soit entendable. Comment est-ce que ce discours a pu être entendable ? Eh bien, c'est toutes les traces, voilà, qui fait que la France est une société postcoloniale. Alors là, on est dans la culture, mais en fait, on peut passer en politique. Et peut-être là, je vais te laisser reprendre le relais, mais quand l'ouvrage est sorti, on s'est demandé, tiens, il faudrait qu'on trouve un exemple d'actualité. Eh bien, en fait, notre difficulté n'a pas été de trouver l'exemple, a été de le choisir. On s'est dit, est-ce qu'on fait le Gabon, est-ce qu'on fait le Niger, est-ce qu'on fait Mayotte ? Et par exemple, Mayotte aujourd'hui ne s'explique qu'au regard de la sortie coloniale. Peut-être tu peux en dire un mot, parce qu'on a des collègues qui nous ont fait aussi des contributions sur Mayotte, par exemple. Oui, on peut parler de Mayotte, oui, si tu veux, si vous voulez, on peut parler de Mayotte. Donc Mayotte est un cas intéressant parce que dans l'analyse qu'on peut faire de la situation à Mayotte aujourd'hui, on élude bien souvent précisément le passé colonial des Comores. Donc les Comores, Mayotte fait partie d'un archipel de 4 îles, et il se trouve que les relations entre notamment les élites de ces 4 îles ont été complexes pendant ce passé colonial, donc notamment au cours du XXe siècle, entre les élites de Mayotte et puis celles de la Grande Comore et d'Anjouan. Et il se trouve que les élites de Mayotte, une partie de la population de Mayotte s'est sentie tout au long du XXe siècle dominée par les élites de des 3 autres îles, si vous voulez, de l'archipel. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ? Parce que c'est ce qui explique une bizarrerie qui intervient en 1974 lorsque le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing décide d'appliquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'accord ? La décolonisation, qui intervient tardivement dans l'archipel des Comores, on est en 74 quand même, donc 12 ans après l'Algérie, eh bien le gouvernement français organise un référendum dans les 4 îles de Mayotte qui doivent choisir leur destin. Et ce qui se passe, conformément à ce que je vous ai expliqué et donc à cet exceptionnalisme de Mayotte, eh bien Mayotte est la seule île à voter pour le maintien dans le giron français.
d'accord, pour le maintien dans le giron français. Et il se trouve que c'est là où en fait les choses ne se passent pas comme prévu. La France aurait dû accorder l'indépendance à l'ensemble des 4 îles, d'accord, mais en raison de la pression faite par la marine française, qui souhaite conserver un point d'appui dans l'archipel des Comores pour sa flotte, eh bien, Giscard d'Estaing et son gouvernement décident de ne pas compter globalement les voies, mais décident de les compter île par île. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous procédez de la même manière, eh bien, pour le Brexit en 2016, Londres, qui a voté à presque 90% pour le maintien dans l'Union européenne, serait encore dans l'Union européenne, contrairement au reste de l'Angleterre. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Bon. Et donc la France manipule, si vous voulez, les résultats du référendum pour notamment complaire à la marine. Et donc depuis, évidemment, vous avez cette histoire que vous connaissez parce que vous pouvez découvrir ça chaque jour dans les colonnes de la presse quotidienne. Vous avez évidemment une question migratoire qui s'est posée puisque le décalage de niveau de vie fait que, eh bien, il y a une immigration des populations comoriennes à Mayotte. Donc en 2018, et je la fais courte parce qu'on pourrait y passer 2 heures, mais donc il y a pour la première fois le gouvernement français décide de faire une entorse au droit migratoire et donc avec une exception à Mayotte pour ne pas que justement ces enfants qui sont nés à Mayotte eh bien, bénéficient des droits de citoyenneté française. Ce qu'il y a de plus tragique dans cette histoire, c'est que les populations de Mayotte ont incorporé, si vous voulez, un certain nombre une partie de la population de cette angoisse migratoire donc c'est une île qui en fait est pétrie de tensions actuellement puisque depuis 2016, eh bien, on observe des phénomènes qu'on appelle les décasages, c'est-à-dire qu'une partie de la population, d'accord, de Mayotte, s'en prend à une autre partie. Je dis bien une autre partie parce que il n'y a pas seulement des migrants récents, mais il y a aussi des citoyens français, mais qu'on considère comme des étrangers. Donc c'est très compliqué, hein, comme dans toutes ces affaires, si vous voulez, de décasage en l'occurrence, c'est-à-dire de destruction d'habitation considérés comme appartenant à des migrants plus ou moins récents. On s'en prend à eux physiquement, etc. En 2016, la police laisse faire, regarde. Et récemment, opération Wambushu, vous en avez sans doute entendu parler, en mai dernier, le ministre de l'Intérieur organise exactement la même chose, mais cette fois, c'est opéré par les forces de l'ordre françaises, hein, qui vont s'adonner à des opérations, cette fois, de décasage. Donc, Mayotte, on voit bien qu'au-delà des problèmes terribles que l'île subit aujourd'hui, vous savez, avec des problèmes d'adduction d'eau, etc. Et ne serait-ce que ça nous en dit long sur l'absence de continuité territoriale administrative au sein du territoire français, parce que Mayotte est depuis 2011 un département français. Vous imaginez, un département français. Et la population aujourd'hui, je crois, a de l'eau uniquement 3 jours par semaine, hein, à peine. Bon, voilà, donc ça c'est un exemple. Alors ensuite, là, on voit bien comment on ne peut pas comprendre une situation française, en l'occurrence ultramarine, sans prendre en considération le passé colonial. Mais pour aller un peu à l'encontre aussi de cette tendance, il faut aussi prendre en considération les discontinuités et les reconfigurations. Par exemple, on parlait d'Orangina, mais l'équivalent d'Orangina dans l'imaginaire populaire, c'est Yabon Banania. Et Yabon Banania, pour moi, mais pour nous, hein, c'était l'exemple type de la culture impériale coloniale raciste. D'accord ? Sauf qu'en fait, Yabon Banania n'a rien à voir avec l'histoire coloniale. Donc, rien à voir au sens où l'inventeur de Yabon Banania, on est au moment de la Première Guerre mondiale, c'est un Parisien qui a jamais mis les pieds dans les colonies, qui va voyager au Nicaragua et qui décide d'inventer cette boisson chocolatée, enfin de la réinventer parce que ça existe déjà sous d'autres formes, mais il va surfer sur un imaginaire raciste et évidemment en utilisant la caricature du tirailleur sénégalais. Mais vous voyez qu'il y a une différence. Yabon Banania n'a pas d'histoire coloniale au sens propre. En revanche, évidemment, la publicité va jouer sur cet imaginaire raciste. De la même manière, Guillaume parlait de la langue.
Et cet exemple du terme bougnou, là, on voit bien comment ce terme a été transformé jusqu'à désigner aujourd'hui une insulte raciste à l'égard d'une population bien spécifique qui serait le travailleur maghrébin vu comme pauvre, etc. Bon. La langue, en fait, c'est un bon exemple parce que ça nous montre bien comment il n'y a pas forcément de continuité sur le temps long. Par exemple, la francophonie. La francophonie, c'est un mot qui est inventé au cœur même de l'expansion coloniale française en 1880 par un géographe qui s'appelle Onésime Reclus, qui est le frère d'Élisée Reclus. Et il invente la francophonie, le terme francophonie, et qui va être repris par tout un tas d'acteurs, y compris dans la région, un Jean Jaurès, qui va considérer qu'il faut absolument que l'empire colonial français soit un empire qui se fonde sur la culture et sur la francophonie, c'est-à-dire la diffusion de la langue française dans le monde. Donc là, on est là à la fin du 19e siècle, et il y a cette volonté de dire, bon, les Britanniques, eux, ils sont très bons en commerce, nous, ça va être la culture. Pour vous dire les choses très simplement. Le problème, c'est que comme on a essayé de vous le dire très rapidement hier, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que la plupart du temps, moins de 1% des élèves autochtones dans les écoles en Afrique centrale étaient scolarisés et donc apprenaient le français. Moins de 10% des Algériens, des petits Algériens musulmans en 1935, vraiment on est à l'apogée de la colonisation française en Algérie, apprenaient le français dans les écoles françaises. Moins de 10% maximum. Donc ça veut dire, à l'université d'Alger, qui était le fleuron, la seule véritable université créée dans les colonies, alors en fait c'était pas vraiment dans les colonies puisque Alger était un département français, l'université d'Alger, fondée à la fin du 19e siècle, en 1939, elle accueillait 5% d'étudiants musulmans. Voilà. 95% d'Européens. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est une grande différence à reprendre pour c'est aussi une manière de retisser le lien avec la discussion qu'on a eue avec Patrick Deville. C'est une grande différence avec la colonisation britannique. La colonisation britannique n'a pas plus scolarisé. En revanche, la colonisation britannique, elle a encouragé l'émergence des élites aux quatre coins du monde. Et on voit, et vous avez un Rabindranath Tagore qui est en 1913 prix Nobel de littérature. Il n'y a pas d'équivalent dans l'Empire français parce que Léopold Sédar Senghor, en 1930, lorsqu'il a passé l'agrégation de grammaire en France, on lui fait comprendre: tu ne seras jamais professeur à l'université française. Il n'y a pas de possibilité en France, ça n'existe pas. Donc lui, il écrit texto: puisque je serai jamais prof à la Sorbonne, je deviendrai président de mon pays. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Non mais je veux dire, parce que c'était plus simple en fait. C'est pas seulement parce qu'il était ambitieux ou prétentieux. Donc, juste pour terminer avec la francophonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de francophonie sous la colonisation. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ça existe la francophonie. Ben oui. Sauf que la francophonie, cette idée coloniale, elle a été mise en place, développée véritablement par les leaders anticolonialistes, par les pères, entre guillemets, de chacune de ces nations, Norodom Sihanouk au Cambodge, Amani Diori au Niger, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, etc., etc., qui ont fait quoi? Qui ont été, eux, formés tout de même dans les écoles françaises. Ils faisaient partie de ces 10%, de ces 5%. Ils ont démocratisé l'apprentissage de la langue française dans les écoles au lendemain des indépendances. C'est à ce moment-là que les enfants, ils ont commencé à parler français massivement. Donc là, si vous voulez dire « Ah oui, le français, c'est un héritage colonial direct », oui et non. C'est plus compliqué que ça. C'est un héritage de la décolonisation véritablement, et qui évidemment ne se comprend qu'avec la colonisation. Ça va sans dire. Et oui, et je pense qu'on peut faire le parallèle là, finalement, ce que vient d'expliquer Pierre, c'est à quel point les sociétés, on va dire, sénégalaises, cambodgiennes, vietnamiennes, algériennes, sont des sociétés post-coloniales. Or, on vous épargne, et on l'a fait aussi dans le bouquin d'épargner le lecteur, avec le grand débat, est-ce qu'on met un tiret entre post et colonial? Ça, faut vraiment avoir le temps. Mais attention, sinon il y a 150 articles qui existent sur le sujet. Mais pourquoi on ne met pas de tiret? C'est juste pour dire le passé colonial pèse sur le présent. Donc, on est dans des sociétés post-coloniales. Mais généralement, ça, c'est tout à fait normal, en tout cas dans notre esprit, pour les sociétés africaines, asiatiques, caraïbéennes, océaniennes.
Nous, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, et là c'était l'objet de cette 3e rencontre, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on pense également la France comme une société postcoloniale. Bien entendu, non pas pour dire que la France a vécu la colonisation de la même manière, mais de dire qu'aujourd'hui, alors là, Pierre l'a expliqué, la francophonie, ça vient en fait des élites africaines. Mais maintenant, si on bascule dans le sens inverse, si on regarde la France, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette chanson « C'est nous les Africains ». Je ne vous la chanterai pas. Mais le refrain qui fait « c'est nous les Africains » et qui disent « on va repartir dans nos gourbis ». En fait, c'est une chanson qui date de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi cette chanson est connue ? Vous pouvez regarder sur YouTube ou autre, Emmanuel Macron qui l'a chantée. Là, en 2019, oui, bien sûr, on est à Vitrolles. Et en fait, et dans d'autres villes de France, où on fête le cessez-le-feu. 18 mars 1962, le cessez-le-feu pour la guerre d'Algérie. Le 18 mars 62, beaucoup de Françaises, Français se disent « Ah oui, indépendance de l'Algérie, 18 mars 62 ». Non. 18 mars 62, départ de l'armée française d'Algérie. Quoi qu'ils ne partent pas encore tout de suite. Mais l'indépendance algérienne n'arrive que le 5 juillet 1962. Et le FLN prend officiellement le pouvoir en septembre 1962. Et qui est-ce qui chante aujourd'hui « C'est nous les Africains » quand on a cette scène à Vitrolles et puis dans d'autres villes du sud-est français? Eh bien, vous regardez, c'est uniquement des descendants de colons ou des rapatriés d'Algérie. Donc ceux qui se revendiquent de l'appellation pied noir. Car il y a beaucoup de Français d'Algérie qui refusent l'appellation pied noir. Et donc on voit tous ces Français 75, 80 ans, et puis tous ces jeunes militaires, parce que c'est la chorale de Saint-Cyr, qui chantent « C'est nous les Africains ». Et on se dit, mais en fait, c'est quoi cette chanson ? Bien, en fait, c'était les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale qui chantaient ça sur le champ de bataille « C'est nous les Africains ». Et donc, aujourd'hui, cette chanson que chante le chef de l'État, les chorales et les soldats de l'armée, eh bien, de la même manière que chez les Sénégalaises, les Sénégalais, au Cambodge, au Vietnam, de la même manière qu'ils se sont réappropriés le passé colonial pour construire leur nation, eh bien, la France s'est réapproprié son passé colonial pour construire sa nation. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre. On peut penser à des choses, mais beaucoup plus concrètes. La 5e République française, la 5e République, c'est une république algérienne. C'est l'expression de Todd Shepard, Parce qu'en fait, la 5e République, elle est proclamée en 1958, quand De Gaulle vient sauver le pays. Donc c'est parce qu'il y a la guerre d'Algérie. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été sur les quais de Seine à Paris. Quand on passe le pont pour aller à Notre-Dame, il y a un graffiti où il y a marqué « Ici, on noie les Algériens ». Ce graffiti fait référence au 17 octobre 61, guerre d'Algérie, manifestation à Paris contre le couvre-feu, la police française qui tue et qui noie des Algériens. Eh bien, si vous séjournez pendant 2 à 3 mois à Paris, vous verrez que ce graffiti, il est effacé extrêmement régulièrement. C'est la mairie qui efface, puisque c'est un tag, et puis le tag est remis. Eh bien, ça fait 60 ans que ce graffiti est remis chaque année. Ici, on noie des Algériens. Et ça fait 60 ans que des éboueurs, etc., les gens qui nettoient ce tag. On le sait tous, les éboueurs, c'est une communauté qui est beaucoup issue de l'immigration post-coloniale. Mais aujourd'hui, ça va être 2e, 3e génération. Mais donc, on le voit que c'est une trace, et là, on parle vraiment de trace, c'est une trace tout à fait présente. Et après, et c'est là qu'on a voulu faire ce bouquin, on pourrait remonter à plus loin, l'Élysée. On pourrait au moins mettre une petite plaque. Ce bâtiment est un hôtel particulier offert par Antoine Crouzat, qui l'a fondé en 1720. C'était un négrier, donc qui faisait fortune sur la traite négrière, et qui l'a offert à la monarchie française. L'Élysée naît de la traite négrière. Alors là, si on était sur CNews ou autre, on dirait « Ah ben voilà, repentance !» Non, nous on n'a pas fait cet ouvrage pour une idée de repentance ou de dénonciation. On a fait cet ouvrage juste pour, en partant du présent, dire « Mais voilà ce qui est colonial. Moi personnellement, je vis dans une ville qu'à Toulouse on déteste peut-être encore plus que Paris, je vis à Bordeaux. » Mais à Bordeaux, moi quand j'ai emménagé à Bordeaux, le premier immeuble dans lequel je vivais, eh bien, au rez-de-chaussée, il y a une tête qu'on appelle une tête
de nègres. Heureusement que maintenant à Bordeaux, il y a un guide du Bordeaux décolonial pour expliquer tous ces immeubles qui longent la Garonne. Bien entendu qu'il n'y avait pas d'esclaves à Bordeaux. La traversée, le commerce triangulaire, c'était direct en Amérique. Mais pour autant, les immeubles bordelais sont issus d'un passé colonial. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer dans l'ouvrage, tout ce présent. Et c'est pour ça qu'on a commencé du présent, parce qu'en fait, notre société française est intimement postcoloniale. Qu'on ait la France hexagonale, parce que justement la question se pose, on en discutait hier avec des participants, qu'on ait la France hexagonale et la France dite alors outre-mer ou ultramarine, tout ça fait l'objet d'amendements, mais aussi de débats. C'est passionnant et c'est tout simplement à en parler. Dans les programmes scolaires, on en parle déjà beaucoup, mais pas assez. Et voilà pourquoi en fait on est parti du présent, tout simplement parce que notre société française est postcoloniale. C'est notre histoire, autant au Sénégal qu'en France. Oui, à t'écouter, on comprend bien que il est aujourd'hui indispensable de connaître ce passé colonial, et qu'en fait, ces mémoires sont encore bien vivantes, et que, par exemple, quand vous avez tous vécu ces derniers mois cette espèce d'agitation du débat public autour de la France-Afrique. Bon. Alors sur la France-Afrique, c'est intéressant parce que on a dit tout et n'importe quoi, et vous découvrirez dans le livre en fait l'histoire de cette France-Afrique qui est complexe, qui est de longue durée, puisqu'en fait elle débute vraiment en 1960, on pourra y revenir, mais ce qui est intéressant avec ce qu'on a vu, et notamment les images spectaculaires du mois d'août, du mois de septembre, il y en a eu déjà l'année dernière, il y a 2 ans, etc., avec ces coups d'État récurrents, ces manifestations de la société civile africaine, ce qu'on appelle ce que les journalistes français appellent le sentiment anti-français. En fait, ce sentiment anti-français, c'est le passé colonial. En fait, c'est pas le sentiment anti-français, ça veut pas dire grand-chose. Et donc, le débat a tourné autour de cette histoire de la France-Afrique. Ça serait la fin de la France-Afrique. En fait, c'est pas la fin de la France-Afrique, parce que la France-Afrique, en réalité, elle a pris fin, on va dire, au milieu des années 90, 1990. Et que ont subsisté des stigmates de cette France-Afrique, je dirais sous 2 formes principalement. Le franc CFA, vous savez, le franc CFA, c'est cette dépendance de monnaies africaines de l'Ouest et du Centrafrique qui sont indexées, dépendantes de l'euro maintenant, puisque c'est plus le franc, de l'euro, et aucun de ces pays n'a été consulté d'ailleurs sur le passage à l'euro, et cette monnaie est encore et toujours fabriquée à Chamalières en Auvergne. Bon. Donc ça, c'est évidemment un souci, mais un souci qui tient au fait que la plupart des dirigeants africains souhaitent conserver cette monnaie, contrairement aux sociétés civiles qui veulent s'en débarrasser. Et puis l'autre stigmate, c'est les interventions militaires, puisque par exemple l'opération Barkhane ne s'est achevée que l'année dernière, en 2012. Donc ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, les troupes françaises étaient quand même présentes dans une grande partie de l'espace sahérien et sahélien. Donc pourquoi je vous dis la fin de la France-Afrique, elle date déjà du milieu des années 90, c'est-à-dire que c'est du passé, bien parce qu'en fait, depuis 2000, tous les indicateurs montrent qu'en fait, la France a été contrainte et forcée de se retirer progressivement dans tous les domaines de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que les investissements français sont en berne depuis 60. L'aide publique au développement, qui était un des outils majeurs de la France-Afrique, parce que c'était pas par altruisme pur que les gouvernements français aidaient les différents gouvernements africains. Ça faisait partie précisément du système de cette France-Afrique donnant-donnant. La présence militaire française décroît également depuis 2000, à l'exception de ces opérations qui ont joué un rôle évidemment très important, Barkhane, auparavant Serval, etc. Je veux dire, à part ces opérations dites exceptionnelles, je parle là des bases militaires françaises, la présence militaire française structurelle recule. Donc en fait, tous les piliers de la France-Afrique qui avaient été mis en place à partir de 1960 par le fameux Jacques Foccart, vous savez, qui était secrétaire général au commissariat des affaires africaines et malgaches, directement à l'Élysée,
qui entre 1960 et 1974 va mettre en place cette politique bilatérale avec chaque État africain, des traités de coopération, c'était le terme coopération et de défense, pour en fait maintenir l'empire. C'est-à-dire que la France-Afrique, c'est une manière de reconfigurer l'empire colonial de manière à ce qu'il soit moins coûteux et plus efficace. Plus efficace économiquement, plus efficace financièrement, et ça va être une bonne affaire pour la France, puisqu'au fond, quel que soit le gouvernement en place, que ce soit De Gaulle, que ce soit ensuite Giscard d'Estaing qui va nommer à la place de Foccart René Journiac, qui était le bras droit de Foccart, qui va continuer cette politique et même l'intensifier, que ce soit François Mitterrand, qui va multiplier une vingtaine d'OPEX, vingtaine d'opérations militaires à l'extérieur, un président socialiste. François Mitterrand, c'est intéressant parce que là aussi, il y a une histoire des possibles. Quand il arrive en 81, il y a un espoir que ça change. Et c'est Jean-Pierre Cotte qui va être nommé secrétaire d'État au développement, à la coopération, qui lui est inspiré par le tiers-mondisme de l'époque, qui est un adversaire farouche de la France-Afrique. Jean-Pierre Cotte ne restera que quelques mois à son secrétariat d'État. Il sera débarqué parce que, évidemment, François Mitterrand et son entourage veulent tout simplement s'inscrire dans cette politique france-africaine qui est la politique de la France. Et comme cela, on va poursuivre jusqu'aux années 90, où là, véritablement tournant, parce que du fait de la mobilisation des sociétés civiles africaines, de la contestation de cette politique en Afrique, de la contestation aussi en Europe et de la part des partenaires de la France en général, évidemment, l'affaire, quand je dis l'affaire, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda va être un électrochoc sur le fait que, évidemment, les compromissions françaises dans ce cas-là vont donner lieu à une prise de conscience de l'opinion publique française en disant qu'on ne peut plus continuer comme cela sur le continent africain. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a, un changement qui fait que, et j'en termine par là, on peut dater, si vous voulez, la mort de cette France-Afrique-là du milieu des années 90, mais que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les images comptent plus que la réalité. Et les images que nous avons vues, ce sont les images de la mise en scène de la mort de la France-Afrique. Mais pas sa disparition, qui date déjà d'il y a plusieurs décennies. Parce qu'aujourd'hui, qui fait la politique en Afrique ? Les Africains, naturellement, mais les Chinois et les Russes, mais pas les Français. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à à cet héritage aussi impérial, qui est de se dire, pour le meilleur ou pour le pire, que ce soit pour la critiquer ou pour la glorifier, ou glorifier le rôle de la France en Afrique, il faut aussi admettre qu'en fait, la France est un acteur très secondaire aujourd'hui. Et c'est pas pour se déresponsabiliser, c'est pour tout simplement regarder la géopolitique telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, pour continuer là-dessus, c'est vrai que c'est là où c'est toujours intéressant de regarder en miroir les différentes sociétés, que ce soit la société française, donc hexagonale, et puis les sociétés africaines, asiatiques. Mais si on reste sur cette France-Afrique, dans les médias, là, quand on a entendu le sentiment anti-français, en fait, ce qui est paradoxal, parce que c'est quand même pas très compliqué à dire, c'est que ce qui n'est pas pris en compte, c'est tout simplement le mécontentement. Et le mécontentement populaire, en fait, c'est qu'il a une histoire. Nous sommes tous pétris de choses qui sont pas passées dans nos vies, quoi. Mais pour les sociétés là, du Gabon, du Niger, et dans le livre, en plus, on l'a même pas fait exprès. En fait, on l'a, l'explication des coups d'État là au Gabon, au Niger. Oui. Quand l'armée française part du Burkina et du Mali, elle se replie au Niger pour intervenir contre AQMI et contre des groupes terroristes. Mais les populations, elles le vivent comme, je vous cite, ce qui était dans les journaux, une ingérence française de plus. Pourquoi est-ce qu'ils disent une ingérence française de plus ? C'est parce qu'en fait, ils font référence à toutes ces opérations, si on remonte le temps, par Papa Madi. Donc ça, c'est le fils Mitterrand qui disait vraiment dans toutes les réunions, est-ce que on intervient ici ? Il disait, j'appelle papa, et il revenait en disant, papa m'a dit. Mais avant papa m'a dit, c'est VGE, donc Valéry Giscard d'Estaing et René Journiac. René Journiac, il faut quand même pas l'oublier, qui meurt dans un accident d'avion. J'ai oublié le nom de son avion qui était incroyable, le Mirage. Non, dites-moi. Ah non, je crois.
Il meurt dans son Mirage où il survolait ça, mais à un moment, son Mirage était en panne et c'est Gbagbo qui lui avait prêté son avion. On ne prononce pas, mais ensuite, on peut remonter. Pourquoi il y a un mécontentement ? L'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Areva, mais en fait, dans les années 60, quand la France dit bâtir, et attention, ça fait partie de toutes les campagnes électorales, quand la France dit bâtir son indépendance énergétique. C'est un formidable article de Gabrielle Hecht, donc une collègue qui a écrit ça dans le livre, mais elle explique, attention, cette indépendance énergétique, c'est l'uranium, d'où Gabon, Niger. La France ne construit, et Madagascar, oui, la France ne construit son indépendance énergétique qu'avec la sueur et les maladies nées de l'exploitation de l'uranium au Gabon, au Niger, à Madagascar. Mais Areva, 40 ans après, quand les cours de l'uranium s'effondrent, elle ferme ses usines en disant « Non, on va attendre le cours de l'uranium ». C'est des villes entièrement dédiées à l'exploitation de l'uranium qui se retrouvent au chômage pendant 2 à 3 ans, le temps qu'Areva attende. Et puis quand on remonte après, cette mise en scène, comme dit Pierre, de la fin de la colonisation française, où est-ce que les militaires là, qui ont fait des coups d'État, où est-ce qu'ils les ont fait, où est-ce qu'ils les ont célébrés ? Dans des lieux où il y a eu des massacres coloniaux. Et c'est ça aussi que les gens vont célébrer en disant, voyez, c'est ici que vous nous avez massacrés. Et donc on a une histoire en termes de vous, nous. Mais tous ces jeunes aussi qui là aujourd'hui disent, oui, c'est l'indépendance. Mais pourquoi est-ce qu'ils le disent ? Parce que les mémoires que leur ont transmis leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, mais c'est le travail forcé. C'est les tirailleurs qui, eux, allaient se battre. Et quand ils revenaient, l'impôt du sang, pour reprendre Marcus Garvey, l'impôt du sang ne leur était pas payé. Puisque, en fait, les soldes ne leur ont même pas été versés au retour de la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont au retour de la guerre ? Comme disait Senghor, il y a bon banania sur tous les murs de France. Et donc, c'est ce mécontentement populaire dont il faut faire l'histoire. Et ça, c'est si on prend du point de vue gabonais, nigérian et malgache. Mais maintenant, oui, nigérien, pardon. Mais maintenant, si on prend la France, comme disait Pierre, les images. Je vous invite vraiment à regarder cette image. Et là, c'est dans l'ouvrage, c'est François Robinet qui nous en parle. Quand il y a les sommets qu'on appelait franco-africains, et maintenant africains-français. On voit déjà que ça sonne plus curieusement, ils ont appelé ça des sommets franco-africains. Normalement, ça c'est les sommets. Mais regardez l'ordonnancement des gens au sommet. Quand De Gaulle le faisait, le premier rang, c'est les bons élèves. Au premier rang, on avait Bongo, etc. Quand après, c'est Mitterrand, au dernier rang, on a Thomas Sankara. Ça, c'est le dernier rang, c'est les mauvais élèves. Et puis après, on a des sommets d'État. Donc là, c'est Houphouët-Boigny qui théorisait la France-Afrique. Et ça se fait quand le chef d'État français invite un chef d'État africain. La scène est très ritualisée. Le chef d'État français attend en haut du perron de l'Élysée. La Marseillaise commence ou l'hymne national du pays d'accueil. Et le chef d'État africain monte les marches de l'Élysée et puis il va serrer la main au président. Eh bien, comme a dit Pierre, la France-Afrique meurt en 94 à peu près après. Et la fin définitive dans la France-Afrique, c'est quand Idriss Déby vient à l'Élysée en 2012. La musique commence. Et François Hollande, avec le charisme qu'on lui connaît, et François Hollande attend sur le perron de l'Élysée qu'Idriss Déby, président du Tchad, monte les marches. Et si vous êtes attentif à la caméra, on voit qu'à un moment, François Hollande commence à être perdu. Et il regarde Idriss Déby, et Idriss Déby a un petit rictus. Et Idriss Déby lui fait juste un petit signe de tête en disant François Hollande ne comprend pas. En fait, Idriss Déby lui dit, c'est toi qui vas descendre. C'est pas moi qui vais monter. Parce que la France a besoin de l'armée tchadienne. Et pourquoi Idriss Déby est au pouvoir ? Idriss Déby, il a renversé... et là, le nom va m'échapper... Voilà, Hissène Habré. Et pourquoi Idriss Déby a renversé Hissène Habré ? Qui a mis Hissène Habré au pouvoir ? La France. Mais pourquoi Hissène Habré est arrivé au pouvoir ? Parce que la France l'a d'abord empêché d'arriver au pouvoir. Le Tchad, c'est depuis les opérations des années 60 qu'il y a eu tout ce... Le Tchad, en fait, c'est le précaré français. Et Idriss Déby, après 40 ans, c'est le renversement total. En fait, le Tchad mène la danse. Si la France veut garder son précaré, il lui faut le Tchad. Et donc, François Hollande va descendre le perron de l'Élysée
sans sourire et Idriss Déby va lui tendre la main. Eh bien, vous voyez, c'est ça aussi qui fait des élections françaises se jouent, c'est-à-dire que l'Afrique fait aussi la France. Au sens où, oui, la France a fait beaucoup aux sociétés africaines, mais les sociétés africaines ont fait beaucoup à la France. C'est-à-dire que les sociétés africaines ont fait la Ve République. Sans l'Algérie, il n'y a pas 1958. Si Giscard d'Estaing perd l'élection de 1981 contre Mitterrand, c'est notamment le scandale des diamants que Bokassa en Centrafrique lui avait donné. Mais Bokassa, il ne veut pas dénoncer la France-Afrique. Bokassa, ce qu'il veut dire, c'est « tu m'as fait couler, je coulerai avec toi ». Parce que quand Bokassa se fait proclamer empereur, il pousse le bouchon un peu loin. Il y va avec la même couronne que Napoléon et puis la cape en velours qui fait 10 mètres de long. Même la France est hyper gênée. Et là, à un moment, même Foccart, pourtant que Valéry Giscard d'Estaing a viré, dit non, mais là, c'est trop. Et en fait, la France laisse le futur successeur qu'ils avaient détrôné pour mettre Bokassa. Et donc, on voit que les sociétés africaines peuvent tout simplement peser et inverser le résultat d'élections françaises. D'où, on est éminemment une société post-coloniale où on ne fait pas uniquement à l'Afrique ou à l'Asie, non. La France fait autant à l'Afrique et à l'Asie que l'Afrique et l'Asie et l'Océanie font à la France. Tout simplement une histoire à parts égales qu'on a essayé de restituer là-dedans. Et alors moi, c'est vrai que j'aime bien donner les détails, mais c'est ça qu'on a essayé de faire dans le livre. Vous voyez, l'architecture du livre, c'est un peu la manière dont on parle. Il y a des trucs très forts qui vont nous montrer les forces profondes de l'histoire. Là, c'est Pierre qu'on assume le rôle parce qu'il est quand même l'architecte du livre. Mais en même temps, on a des textes qui nous montrent tout ça. Et puis après, on peut aller picorer en disant « Ah oui, ok, on a ça, Idriss Déby. Ah ouais, on a l'Orangina, etc. » Pour montrer, on a cette histoire faite de forces profondes, mais c'est une histoire qui se vit par le bas, au quotidien, avec les femmes et les hommes qu'on fait notre histoire de la colonisation. Voilà. Merci Guy, on pourrait s'arrêter là en fait. Hein. Oui. Non, on va vous rendre la parole, vous la donner. Est-ce qu'il y a des remarques, j'espère qu'il y a des remarques, éventuellement des questions. Donc, merci pour votre contribution. Depuis hier, c'est absolument passionnant. Ces exemples très précis nous donnent à voir des choses, nous éduquent notre regard pour voir les choses différemment et effectivement prendre conscience de la réalité de ces sociétés postcoloniales. C'est une question peut-être plus pour Pierre Singaravello, qui vous présentez par ailleurs comme l'historien des possibles. Également, c'est un concept que je découvre à partir de la publication de ce livre où je suis en train de regarder l'ensemble de votre œuvre. Il y a une de vos contributrices dans l'ouvrage qui était intervenue à la librairie Mola sur le Sénégal, la littérature sénégalaise. Et la Berthaud. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas... non, attendez, il n'y a pas de souci. Vous êtes 263, je crois, il va falloir un peu de temps pour... Voilà, la question c'est, cette autrice parlait du rejet par la population sénégalaise d'une personnalité comme Senghor. Voilà, ça me paraît être une question intéressante. Alors évidemment, on est tous conscients de ce qu'est Senghor et de ce qu'a été la trajectoire, on va dire, franco-africaine ou africano-française de Senghor, si on veut renverser les... la question, c'est, histoire des possibles, que serait à l'heure actuelle le Sénégal sans Senghor, par exemple. Voilà. Pour avoir un peu traversé le Sénégal, il me semblait que je n'ai pas perçu ce rejet à l'égard de Senghor. Et Senghor représente n'est pas apprécié au Sénégal, non pas comme le représentant d'une élite française qui continuerait de franciser le Sénégal, mais pour les questions religieuses. Je crois me souvenir que Senghor est catholique. La majorité de la population sénégalaise est musulmane. Et le fait que le chef d'État du Sénégal ait été catholique a peut-être empêché certaines dérives au Sénégal dont les Sénégalais semblent à l'heure actuelle se féliciter, étant donné la situation qu'on connaît dans l'Afrique au sujet de ces problèmes islamiques. Voilà.
Mais merci pour cette question. Alors, je vais sur Senghor, je vais laisser répondre Guillaume qui connaît bien l'Afrique de l'Ouest. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur cette histoire des possibles qui a en fait inspiré un certain nombre d'auteurs et qui nous a inspiré un tout petit peu quand même pour l'architecture du livre. L'idée pour nous, on l'a dit un petit peu hier, c'est de défataliser cette histoire trop bien huilée de la colonisation, avec un début, une fin, une vision linéaire et téléologique. Et donc, à chaque fois, dans chaque partie du livre, défataliser cette histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de retrouver à chaque moment les différents possibles des acteurs. Et les différents possibles des acteurs, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est mieux comprendre l'histoire telle qu'elle est advenue. C'est-à-dire, par exemple, quand on s'intéresse aux décolonisations, on a l'impression que comme ce qui est advenu, ce sont les États-nations, vous en parliez, le Sénégal, l'Algérie, le Vietnam, que c'était le seul futur possible pour l'ensemble des acteurs. Alors qu'en fait, à la veille des décolonisations, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans l'esprit d'Ho Chi Minh et de Senghor, puisque je viens de parler, et vous en avez parlé, du Sénégal et du Vietnam, ces leaders, ainsi qu'une partie de leur entourage, étaient obsédés non pas par la forme stato-nationale, l'État-nation à tout prix, c'est-à-dire le modèle des métropoles, mais par le fédéralisme. Et donc il y a toute une série d'articles dans le livre qui montrent comment ces acteurs ont d'abord échafaudé des plans d'union fédérale. Union fédérale indo-chinoise, la fédération du Mali qui a existé, on l'a oublié, mais à la fin des années 50, en 59, il s'agit d'unir deux pays, et elle a été fondée. À travers la fédération du Mali, c'est l'association entre le Soudan français et le Sénégal, qui n'existe pas. Ça dure seulement quelques mois, et Senghor y participe, et finalement, la fédération éclate, et ces pays prennent une forme d'État-nation, d'un côté le Sénégal, de l'autre le Mali. Et le Mali, c'est intéressant, Fédération du Mali, ça rejoint ce qu'on disait hier sur le jeu de la mémoire de longue durée, sur ce grand empire du Mali du XIIIe et du XIVe siècle. Vous voyez comment ça rejoue à travers l'idée de fédération. Et donc, pour faire court, cette histoire des possibles, on la retrouve à chaque période. Par exemple, à la période moderne, on a oublié, on se focalise toujours sur, évidemment, sur les colonies qui ont réussi, entre guillemets. Mais en fait, pour une colonie qui réussit, il y a tout un tas d'échecs et de tentatives inabouties. La France antarctique au Brésil, les Français vont s'installer les premiers dans la région de l'actuel Rio de Janeiro. Et ils vont être boutés de la région au milieu du XVIe siècle par les Portugais. Et comme ça, des tentatives, il y en a eu plein. Et c'est aussi important de les étudier pour mieux comprendre, au fond, pourquoi dans un cas, ça fonctionne, entre guillemets, et dans d'autres cas, ça reste à l'état embryonnaire. Et oui, et pour revenir sur Senghor, c'est vrai que l'histoire des possibles, ce qui est génial, l'histoire des possibles ou l'histoire contrefactuelle, finalement, c'est que ça nous permet, en fait, il y a le jeu d'imagination qui déjà est vraiment intéressant pour les historiens, mais c'est que ça nous permet de mieux questionner l'importance d'événements en se disant, et s'ils n'avaient pas eu lieu? Eh bien, pour l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal en particulier, en fait, c'est qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il se serait passé si le troc entre la France et les élites de première génération n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire, ce troc, c'est un historien qui s'appelle Nicolas Bancel qui appelle ça ce troc. Quand la France, dans les années 50, la France sent bien que la communauté française en 58, ça marche pas, la Guinée a dit non, 57 en plus, etc. Et en fait, ce que les élites françaises, donc au pouvoir, vont faire, c'est qu'on a tous ces gens dont Pierre parlait tout à l'heure, donc des Senghor, des Diori, etc., qui ont été formés à l'école coloniale, les Houphouët-Boigny, etc. Mais cette élite de première génération, c'est pas une élite. Ils veulent pas la révolution. Ils veulent accéder au pouvoir qui sont à ça d'avoir. Mais ils ont affaire, et eux, ils sont nés, on va dire, dans les années 20, ou même années 10. C'est pour ça que la chronologie de la décolonisation, j'y reviendrai, n'a rien à voir avec les années 60. Si on le prend à échelle humaine, plutôt 1930 à 1980. Eux, ils vont arriver au pouvoir, mais ils ont affaire à qui? Ils ont affaire à leurs opposants. Une jeunesse bien plus radicale, bien plus révolutionnaire, bien plus socialiste, bien plus fédéraliste, qui, elle, veut prendre le pouvoir et elle veut dire on se débarrasse des liens avec la métropole. Eh bien, le troc, c'est Jacques Foccart, la France et ses élites de première génération, Senghor, Houphouët, qui vont dire on s'allie et la France transmet cet État oppressif colonial
aux élites de première génération qui répriment les élites de la deuxième génération. Et c'est pas du tout anecdotique, mais quand la France-Afrique, quand tous ces pays deviennent indépendants, on est au Gabon, on est au Cameroun, coup d'État. Des militaires qui veulent prendre sur Fulbert Youlou, qui prennent le pouvoir, ils kidnappent Youlou. Foccart devait être prévenu. À l'époque, il n'y a même pas le Nokia 3310. Et bien Foccart, il est à la pêche. Et le coup d'État se fait. Et Foccart revient à Paris, il revient à l'Élysée en disant « Comment ça, vous n'avez pas fait intervenir l'armée ?» Ils disent « Non, on ne pouvait pas, on ne va pas faire de coup d'État. » Il dit « Mais bien sûr que vous n'avez pas à faire un coup d'État. Vous auriez dû empêcher les insurgés de rentrer dans le palais, aider la gendarmerie nationale à contrer les insurgés. » La France, la diplomatie du béret rouge, comme si la France faisait des coups d'État partout, c'est faux. La France soutient ses amis et laisse détrôner ses ennemis. Eh bien, Senghor, 2 ans après son élection, son principal allié, son gouvernement, veut faire sécession. Senghor fait appel, grâce aux accords de coopération et de défense, fait appel aux soldats français en disant « Je suis menacé ». Et la France aide à contenir les insurgés. Et Senghor les met tous en prison. D'où la phrase d'un historien « Senghor voulait que nous soyons tous des Senghor ». Senghor, il n'est pas aimé. Senghor, or nous, ah ouais, poète, président. Oui, le poète président, il a mis tous ses opposants en prison. Donc, si on fait l'histoire des possibles, peut-être des fédérations, et peut-être la deuxième génération qui aurait pris le pouvoir. Et ce qui, en tout cas, est assez drôle, c'est que cette deuxième génération a fini par prendre le pouvoir dans les années 80. Et ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, au Niger, c'est quoi? C'est tout simplement la troisième génération. De la même manière que nous, Hollande, Sarkozy, Macron, sont des gens qui, pour la première fois, n'ont pas connu les indépendances. Ben là, c'est pareil. La troisième génération, c'est des gens qui n'ont pas connu les indépendances. Donc voilà, cette histoire des possibles, peut-être il y aurait eu la deuxième génération. Ah non, il y a d'abord une question. Oui, je vous avais pas vu, pardon madame. Je suis Mireille Amédée Lemon, de nationalité béninoise. Je vous remercie pour vos interventions dans lesquelles j'ai tiré pas mal de renseignements et de leçons aussi. Tout d'abord, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai feuilleté rapidement l'ouvrage et je l'ai vu intéressant. Je remercie les auteurs parce que il y a beaucoup de questions qu'on se posait par rapport à la colonisation. Je l'ai vu vraiment utile. Voilà. Et lors de votre intervention, il semble que c'est Monsieur Guillaume. Voilà. Il a dit que les pays colonisés, dans les pays colonisés, tout d'abord le français, voilà, la langue française est l'héritage de la décolonisation. Voilà. C'est Pierre? Oui, Pierre. D'accord. OK. Donc, il dit que c'est l'héritage de la décolonisation. Alors que chez nous au Bénin, on dit l'héritage de la colonisation, c'est la langue française. Maintenant, je veux savoir pourquoi il a dit ainsi. Oui, merci, parce que vous confirmez en fait ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire qu'on considère, vous avez raison. Merci pour vos mots, madame, et je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on considère généralement, comme vous le dites, que la langue française est un héritage de la colonisation, et elle l'est en partie du point de vue de l'idéologie coloniale qui prétendait transmettre cette langue française, mais qui ne s'est jamais donné les moyens de le faire. Et finalement, l'enseignement du français n'a été démocratisé qu'au lendemain des indépendances par les nouveaux États africains, en partie asiatiques, mais surtout africains. Donc là-dessus, on est d'accord. Il n'en reste pas moins que, voilà, pour toute une série d'acteurs et de jeunes, on parlait de l'après-Seconde Guerre mondiale,
leur rapport à la langue française est complexe et d'ailleurs passionnant. Quand on pense à Kateb Yassine, par exemple, l'auteur de Nejma, après la Seconde Guerre mondiale, il considère que le français, c'est le butin de guerre des colonisés par rapport aux colonisateurs. C'est ce qu'ils ont ravi, ce qu'ils se sont appropriés et ce qu'ils ont réinventé. Parce qu'une fois, c'est très intéressant la question que vous posez, parce que on parle de la langue française. Mais en fait, la langue française, il ne faut pas l'essentialiser. Et on a tendance à l'essentialiser en France, alors qu'à l'étranger, il y a des départements d'études francophones où on étudie la langue française dans sa diversité. Et on va étudier la langue française comme une langue monde qui est utilisée dans le monde entier, depuis l'Amérique du Nord, dont on parlait hier, jusqu'à l'Asie, au continent africain, etc. Elle est illustrée par des auteurs qui ne sont pas de citoyenneté française. C'est une langue qui n'appartient pas seulement aux Français, c'est aussi ça la francophonie. Et donc c'est une langue qui est réappropriée, d'une certaine manière réinventée aussi aux quatre coins du monde, sans parler des créoles et vraiment pour le coup de construction linguistique nouvelle. Mais c'est pour ça que c'est un sujet intéressant parce que on voit bien comment ça a été un outil qui a été pensé comme un outil de domination par les colonisateurs, mais qui en fait a été ensuite usité comme un outil de résistance par une grande partie des populations colonisées avant la colonisation. On en parlait de ces élites première, deuxième génération, et puis même après après les indépendances qui continuent à être utilisées de manière totalement autonome par ces différents auteurs ou praticiens aux quatre coins du monde. Peut-être juste pour donner un exemple encore aussi concret. Mais je vous donne l'exemple, mais à côté britannique, parce que c'est exactement la même chose pour l'anglais. Donc on se décale un peu du Bénin, mais au Ghana. Quand Kwame Nkrumah arrive au pouvoir, donc c'est le premier pays d'Afrique indépendant en 1957, eh ben va y avoir, pendant toute la première République jusqu'à 1966, va y avoir énormément de débats au Parlement sur quelle langue nationale adopter. On va avoir exactement les mêmes débats au Bénin ou autres sur le français. Et Kwame Nkrumah, il a son parti de masse, le CPP, Convention People's Party. Bon. Et en fait, tous les délégués discutent. Kwame Nkrumah, lui, il a eu une idéologie triple: liberté panafricaine, liberté nationale, liberté sociale. Et il dit, c'est l'anglais qu'il nous faut. Mais pas bon. Oui, liberté panafricaine, pour que toute l'Afrique puisse parler ensemble, il nous faut une langue commune, l'anglais. Et les gens vont dire, oui, mais attends, les colons, ils n'ont pas scolarisé. Donc les enfants ne parlent pas anglais. De la même manière qu'en Afrique francophone, en fait en Afrique française, non, les enfants colonisés ne parlaient pas français. 1 sur 10 parlait français. Deuxième chose, il va dire, bah oui, du coup, il nous faut l'anglais pour qu'on ait une langue commune. Liberté nationale, ils vont dire, oui, attention, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on mette 60 langues différentes, parce qu'au Ghana, on a Lacan, enfin, pas le psychiatre, hein, L'apostrophe Akan. Akan, où va y avoir une quarantaine de langues qui sont de la famille Akan. Beaucoup de délégués vont dire, non, il nous faut Lacan comme langue nationale. Et Nkrumah va reprendre l'idéologie de l'État colonial en disant non. Ça va être la langue des tribus et de la tradition. Il va lui aussi réinventer les tribus, la tradition. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas le pouvoir à une tribu. On ne donne pas le pouvoir à un peuple qui est traditionnel. L'invention de la tradition, est-ce qu'on donnerait... Pourquoi Jacques Chirac a valorisé le breton, le basque et le corse? C'est pas par régionalisme, c'était pour contrer le régionalisme. On ne donne pas le pouvoir à une langue dite traditionnelle, on donne le pouvoir à un groupe dit moderne. Eh bien, Nkrumah invente la tradition. Moi, je vous assure, j'enseigne en Bretagne. Est-ce que quelqu'un qui fait... Moi, mes étudiants, parce que je vois qu'il y a une jeune fille qui... Est-ce qu'on donne la langue? Est-ce que quelqu'un qui a fait tout son enseignement scolaire en breton, il finit président de la République? Non, il faut apprendre le français. Est-ce que quelqu'un au Ghana qui a fait tout son enseignement en Akan, il finit président? Eh bien, Nkrumah veut s'assurer que non. Parce que du coup, il invente la tradition et c'est l'État à Accra, comme ça va être l'État à Cotonou. Oui, nous, on parle anglais, on est des modernes.
Et c'est comme ça que l'anglais s'impose. Et donc, l'anglais est davantage un héritage de la décolonisation, mais comme dit Pierre, bien sûr, qui a une origine coloniale. Mais si ça devient la langue, c'est la réappropriation, quelque chose qui a été imposé à la base, et en fait réapproprié justement par des États qui se construisent avec des opposants, avec des sociétés, des débats. Et l'anglais, comme le français, c'est pour ça que j'ai juste cet exemple, va leur permettre de pérenniser cet État né de la colonisation, mais en l'africanisant à 100%. Donc on a un lien, mais la dynamique tient plutôt à la sortie coloniale qu'à l'époque coloniale. Merci beaucoup, et merci beaucoup de nous avoir présenté ces relations telles qu'on les a vécues depuis 40 ans, parce qu'avant on était trop jeunes, donc on ne se rendait pas compte, et qu'on n'avait pas encore lu. Donc je vais lire votre livre avec beaucoup d'intérêt, parce que la présentation est géniale. Je vais juste dire 2 mots sur Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, je suppose qu'on va le retrouver dans le livre, parce que justement, ça correspond à l'histoire que vous avez racontée avec Idriss Déby. En fait, après l'assassinat de Sankara, il s'est entendu avec Charles Taylor et probablement d'autres, je ne veux pas trop donner de noms, et ils ont déstabilisé systématiquement toute l'Afrique de l'Ouest grâce à l'argent de diamants, mais il y a beaucoup de films là-dessus, c'est bien connu. Et ensuite, ils se sont imposés, lui s'est imposé comme chef de la paix, ce qui est tout de même monstrueux. Et heureusement qu'on a eu le procès et qu'il a été gagné de main de maître par les Burkinabés l'année dernière. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais écoutez, c'est dans le livre comment il y a cette réappropriation de la dictature bienveillante de Thomas Sankara à la déstabilisation qui s'ensuit avec ces mêmes dynamiques de réappropriation. Bonjour, moi aussi j'avais une question, mais j'en ai une deuxième qui découle aussi de la question de Mireille et de la réponse que vient de faire Guillaume, qui est de se dire, est-ce que dans cette manière aussi de mettre en avant l'anglais ou le français comme langue nationale, c'est pas aussi un moyen d'éviter la mise en avant d'une langue majoritaire dans le pays par rapport à d'autres et de reproduire des formes de colonisation interne d'une certaine manière. Donc c'est peut-être une question subsidiaire rapide. Et sinon, moi, ma question portait plus largement sur le terme postcolonial, sans rentrer dans des débats qu'on pourrait peut-être avoir plus tard, mais moi, je m'intéresse justement à cette question de la continuité par l'héritage colonial dans les musées. D'ailleurs, Mireille, à côté, l'a pas précisé, mais elle est conservatrice de musée à Porto Novo. Et en fait, dans la manière de penser comment rompre justement avec les pratiques autour de cet héritage, on parle beaucoup de musée décolonial ou musée postcolonial. Et donc, finalement, le postcolonial vient plutôt marquer l'idée d'une rupture avec ce qui s'est fait, là où, dans la manière dont vous l'employez, il y a la question de la continuité. Et donc, moi, je suis assez perdue dans les différents termes qui existent. Musée décolonial, musée postcolonial. Il y a maintenant post-musée, je crois que c'est Françoise Vergès qui en parle. Anti-musée, c'est musée anticolonial, je veux dire. Bruno Suarez, qui est anthropologue brésilien. Je m'y perds un peu. Et moi, j'ai aussi tendance à plutôt considérer la continuité comme une forme de néocolonialisme. Quand on voit le traitement des restitutions culturelle par l'État français, il y a une forme de néocolonialisme. Et en même temps, de dire que la France est un État néocolonial, c'est pas la même chose que dire qu'il est postcolonial, comme vous en parlez. Voilà, juste peut-être en quelques mots, sans rentrer du coup dans le détail de la différence de ces termes, comment s'y retrouver entre l'État et les France coloniale. C'est maintenant aussi un État à la fois décolonial, postcolonial, néocolonial. Voilà, peut-être pour éclairer, donner quelques pistes. Mais merci beaucoup. Alors, c'est une question qui est très importante pour nous tous. Hein, je veux dire. Sur les termes, d'abord, la décolonisation. Décolonisation, c'est une injonction qui nous est faite. Et c'est une injonction très, très stimulante qui émane souvent des milieux militants, activistes, certains milieux intellectuels aussi. Et donc la tendance, si vous voulez, en gros depuis quelques années, c'est il serait intéressant de tout décoloniser. Alors c'est intéressant parce que ça pose la question précisément qu'on aborde ce matin du passé colonial, des mémoires coloniales et de la manière dont elles rejouent ou pas aujourd'hui dans notre présent. Alors ensuite, le problème que cela pose, c'est sur le terme de décoloniser lui-même. C'est-à-dire que la décolonisation est un terme qui, à mon avis, pose problème au sens où il faut en avoir conscience
au sens où d'abord, il ne faut pas que ça signifie revenir à une pureté originelle, déjà. Ça, c'est vraiment l'ennemi total de l'historien, le mythe des origines et de la pureté des origines, c'est-à-dire dire on va décoloniser, et puis comme ça, on va revenir à la pureté originelle. La pureté originelle, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour revenir à la question contrefactuelle, si vous effacez la colonisation, vous ne revenez pas à un état paradisiaque originel. Ça n'existe pas. Il y a des dominations internes, on en a parlé un petit peu hier. Il y a évidemment des expansionnismes avant la colonisation européenne. Il y a, bon. Donc, premier point, celui-là, c'est-à-dire que les intellectuels qui vous racontent qu'en fait, il suffit d'effacer les traces de la colonisation et puis tout ira bien, non, ça n'existe pas. En fait, et le rôle des historiens et des historiens n'est pas d'effacer, c'est d'étudier. Donc, c'est exactement le contraire. Donc, on pourra y revenir sur les déboulonnages, par exemple. C'est évidemment important qu'une communauté politique comme nous, par exemple, on décide, on va effacer, on va remplacer ce nom qui est le nom d'un collaborateur de la Seconde Guerre mondiale ou d'un général qui a massacré en fait les populations algériennes dans les années 1950. Je pense à Bugeaud, par exemple. On va décider collectivement, on va voter. Nos représentants vont dire, on change de nom. Ça, c'est normal. En revanche, ça n'est pas le rôle des historiens que de dire on va effacer, on va détruire telle ou telle sculpture, statue, etc. Voilà. Donc c'est là où, si vous voyez, il y a une différence entre le chercheur et le citoyen. Sur la décolonisation, toujours, encore et toujours, ce qui est problématique aussi pour nous, c'est que c'est un terme qui est profondément occidental, du point de vue occidental. C'est-à-dire, c'est comme si, au fond, nous, conservateurs de musées, historiens parisiens, toulousains, ont considéré que, après avoir colonisé, parce que c'est ça, on allait décoloniser. Et que nos amis béninois, sénégalais, vietnamiens, encore et toujours, auraient à subir, après la colonisation, notre décolonisation. Non, en fait, c'est pas ça. Et c'est pour ça que nos collègues dans tous ces pays ex-colonisés ne parlent pas de guerre de décolonisation. Ils parlent de guerre de libération et de guerre de révolution. Pas de décolonisation. Donc ce terme de décolonisation, c'est pour ça qu'il est un peu piégé et qu'il faut, on peut l'utiliser, c'est pas du tout, mais qu'il faut avoir bien conscience des limites et des sous-entendus évidemment idéologiques très puissants en termes d'eurocentrisme qu'il pose. Ensuite, très rapidement sur les musées, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque je travaille depuis maintenant un peu moins de 10 ans intensivement avec différents musées et je crois qu'il y a 10 000 manières de les décoloniser entre guillemets. Par exemple, l'année dernière, je travaillais au Louvre pendant plus d'1 an. Et ma manière à moi de décoloniser le Louvre, ça n'a pas été d'effacer les traces coloniales au Louvre, ça a été au contraire de repeupler le Louvre. Essayer de le repeupler. J'ai été aidé évidemment avec les conservatrices et les conservateurs du Louvre, des chercheurs extérieurs, etc. De repeupler le Louvre de tous les objets, les œuvres, les histoires, les visiteurs extra-européens, etc., qu'on a oubliés et qui ont été ensuite transférés du Louvre vers d'autres musées. C'est-à-dire que le Louvre, en fait, à partir de 1793 et sa création, c'est un musée vraiment universel, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il y a universel. C'est-à-dire que c'est un musée qui accueille des collections africaines avec le premier musée ethnographique d'Europe, on l'a oublié, un musée algérien, un musée mexicain créé au Louvre, un musée chinois. Et tous ces musées ont été créés officiellement dans la première moitié du 19e siècle, puis ils ont été exfiltrés. Exfiltrés parce que, là aussi, il faut se méfier des visions linéaires de l'histoire, et je fais court. En fait, premier 19e, en fait, on n'a pas la vision qu'on a ensuite sur la hiérarchie des arts. On ne dit pas l'art océanien et l'art de la même manière, on ne le dit pas de la même manière, l'art océanien, l'art amérindien, l'art africain sont bien inférieurs à l'art de la Renaissance ou aux antiquités gréco-romaines. La preuve, c'est qu'on les accueille au Louvre. Et tout d'un coup, ça se durcit. À partir des années 1850-70, on dit ah non, en fait, on va les mettre ailleurs. On va le mettre dans un musée d'ethnographie au Trocadéro. On va créer, bien avant le Quai Branly, on va créer le musée Guimet pour les arts asiatiques, etc., etc. Et donc, il ne va plus rester que les civilisations originelles, entre guillemets, Égypte, Mésopotamie, donc les antiquités orientales, et l'Europe, la Renaissance, et les peintures italiennes, pas n'importe quelle peinture, italienne, flamande, et puis française, parce qu'on est en France.
Et ça n'est qu'ensuite qu'on va ajouter au 19e les Espagnols qui étaient considérés comme des dégénérés. Enfin, vous voyez, c'est parce que, en fait, quand on parle de colonisation, il faut bien comprendre aussi ce qui se passe. Je veux dire, au 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle, il y a des phénomènes de racisme extrêmement forts au sein de l'Europe avec les Irlandais qui sont considérés comme des populations non européennes qui sont complètement décivilisées. Voilà. Il faut voir comment on parle de l'art espagnol jusqu'à l'ouverture au Louvre du musée espagnol du Louvre, la galerie espagnole en 1838. On considère que ça n'est pas véritablement un art, et sûrement pas au niveau des Italiens et des Flamands. Voilà. Donc, c'est toute cette histoire qu'il faut raconter, et donc cette histoire-là, ça suppose qu'on n'oblitère pas, mais qu'on étudie davantage. Donc d'où l'idée de repeupler le Louvre. Voilà, mais je m'arrête là. Non, c'est juste pour aller là-dessus, mais moi je le ferai, les musées, Pierre, on est vraiment spécialiste, pas moi, mais c'est juste sur les mots. Comme disait Pierre, décoloniser, c'est De Gaulle. De Gaulle, en 1960, juste après l'Algérie, en 63, il le dit, il parle de la lampe à huile. C'est Macron, quand il nous sort la lampe à huile, c'est De Gaulle. Et en fait, c'est à propos de l'Empire. Parce que De Gaulle veut montrer que la France doit lâcher ses colonies, parce que la France n'a plus le choix, parce que De Gaulle, il a perdu, parce que l'Empire, c'est fini. Mais c'est pas son choix. Et comment est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait croire que c'est le choix de la France. Et le temps des lampes à huile est fini. Il faut accepter la réalité. Décolonisons, c'est ce que nous avons choisi. Donc après avoir colonisé, la France déciderait de décoloniser. Donc, De Gaulle fait en sorte que ça soit comme si c'était la métropole qui choisissait. De Gaulle ne va pas dire, écoutez, faut être bon joueur, acceptons la défaite. L'Algérie a gagné. Le Vietnam a gagné. Le nom de la Guinée, oui, la Guinée nous a dit non. Non, il dit faut décoloniser, et il prend ce mot. Et quand on dit décoloniser les musées, etc., bien sûr, mais on pourrait peut-être même ajouter un mot. Vous voyez, on a déjà eu ces questions-là, c'est pour ça, dans d'autres présentations, les gens qui disent, bah ouais, mais pourquoi on ne ferait pas un musée où il y aurait marqué, voilà, le musée colonial, en mettant anti, en disant musée. Mais en fait, on refait la même chose, on essentialise. Par contre, ce qui serait génial, et si on africanisait les musées, et si on océanisait les musées, et si on les caraïbénisait, et si on les asiatisait, vous voyez ? Et de dire que, comme ça, quand les ados, quand tout le monde ira au musée, que non, il n'y a pas, il est 16h, ah non, moi je voudrais faire la salle art premier, ah oui, va voir l'Afrique, l'Asie, si tu veux, etc. Non, juste on africanise les musées, voilà. Et en fait, ça serait peut-être le moyen de décoloniser, mais en regardant par une autre lorgnette. Et je m'arrête. Ah, alors rentrez vite. Ouais, je le fais en 20 secondes. Post-néocolonial, ok, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité d'action et de réaction. Est-ce que ce que fait la France, c'est néocolonial ? Non, attends, je m'explique, j'ai dit en 30 secondes. La France peut bien mener des politiques néocoloniales, mais de dire que c'est du néocolonialisme, ça veut dire qu'elle y arrive à 100%. Et ça, c'est exclure la capacité d'action, de réaction, d'adaptation, d'instrumentalisation des pays où la France veut imposer une politique néocoloniale. Est-ce que le néocolonialisme existe ? Oui, comme politique. Est-ce que c'est du néocolonialisme ? Parfois, la plupart du temps, du post-colonialisme, parce que les sociétés visées par le néocolonial sont tout à fait capables d'instrumentaliser, de réagir et de s'adapter, ce qui nous donne notre histoire et qui est plus post-colonial. J'ai dit en 30 secondes, du coup... On va prendre la dernière question. Je reviens, je voudrais aussi vous remercier pour cette conférence et j'espère que vos travaux ils seront entendus le plus possible en France. Voilà. En fait, ma question, elle revient aussi sur la question des mots. Et moi, c'est plutôt l'expression France-Afrique. J'avais un trou. L'expression France-Afrique, ça m'a beaucoup interrogée ce que vous avez dit, parce que moi, je suis beaucoup restée sur ça. Je trouve que c'est un terme qui permettait de ne pas rendre transparent toutes les tentatives, comme vous dites, néocoloniales de la France en termes de politique en Afrique. Le regard que j'ai, c'est plus sur le Sénégal, parce que c'est le pays que je connais le mieux sur cette question-là. Et j'ai quand même vu que y a encore un jour, que ce soit d'un point de vue politique et économique,
la place des entreprises françaises au Sénégal qui est bien majeure aux entreprises sénégalaises, le fait que les personnes françaises elles ont un accès à l'emploi qui est bien favorable. Après, je sais pas je sais pas ce qu'il fait Macron et le gouvernement exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une proximité avec le président, des choses comme ça, voilà. Le discours de Macron, vous parliez de la langue en Afrique, il a quand même dit qu'il souhaitait que lui, il voulait mener une politique pour faire que le français devienne la langue d'Afrique, du continent, parce que pour lui, c'est la véritable langue unificatrice du continent. Donc, comme vous dites, ce sont bien des politiques, des tentatives néocoloniales. Ma question, en fait, c'est quelle est votre définition de la France-Afrique et pourquoi revenir, parce que ça m'a interrogée, pourquoi dire que ça marche pas, parce que même la monnaie, enfin, ça reste un joug énorme. La Guinée qui l'a quitté, si je me trompe pas de pays, c'est quand même des conséquences qui ont été énormes. Donc, m'expliquer un peu plus sur cette question-là, voilà. Merci. Oui. Je réponds vite fait pour laisser le mot de la fin à Pierre. Et juste du coup, très vite, parce qu'il est 12h30, c'est la France-Afrique en soi. La paternité de l'expression, on l'attribue généralement à Félix Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, qui en fait, plutôt que de faire des fédérations africaines, préférait parler en face à face avec l'ancienne métropole. Et c'est plutôt Houphouët-Boigny. La pérennisation, ça peut être par exemple Omar Bongo puis Ali Bongo. Omar Bongo qui avait cette célèbre phrase « L'Afrique sans la France ». La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans essence. L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. C'est Bongo qui disait ça, mais il le dit exprès. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il avait besoin. Mais qu'est-ce qu'a fait Bongo puis son fils ? Ils ont construit ce qu'on appelle un État clientéliste. Quand on arrive à se départir de nos visions soi-disant de la corruption, etc., la seule chose ce qu'il a vraiment fait, c'est que la colonisation n'a pu fonctionner qu'avec des intermédiaires africains, des élites, etc. Et c'est comme ça que l'État a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait l'État colonial, mais il faut bien se rendre compte, des fois, il y avait au Soudan britannique, il y avait que 150 Britanniques. Comment ça a pu fonctionner, des élites intermédiaires ? Eh bien, au lendemain de la colonisation, eh bien, ces élites sont restées, sauf que là, c'était avec d'autres chefs d'État, mais africains, et il y a eu ce qu'on appelle un État clientéliste, c'est-à-dire que l'État va capter la rente, et ça nous permet de faire la boucle, d'économie d'extraversion, c'est-à-dire d'économie dédiée au monde extérieur, ils captent la rente localement. En fait, ils vont se servir de la France-Afrique pour bâtir leur État. Et c'est pour ça que la France-Afrique, c'est très intéressant à essayer d'étudier, qu'il y ait tentative. Oui, mais regardez le franc CFA, ça a divisé l'Élysée en 97. Quand il y a eu la réforme, il y a eu les modernes et les anciens à l'Élysée, où il y avait carrément 2 cellules concurrentes. Jacques Chirac a fait revenir Focard, et il y avait l'autre cellule à Matignon, qui eux disaient, les modernes, il faut qu'on réforme le CFA. Les anciens qui disaient, hors de question. Et ils ont dû réformer. Et les chefs d'État africains qui ont eu tout leur rôle à jouer là-dedans. France-Afrique, oui, mais la France-Afrique est autant subie que choisie par des dirigeants, pas par des populations. Je fais court. Oui. Non, très rapidement, la question du terme est très intéressante parce qu'en fait, France-Afrique, tu l'as dit, c'est Houphouët-Boigny, il me semble, avec un tiret, France-Afrique. Et donc, c'est un concept qu'il forge. Houphouët-Boigny, c'est le primus inter pares des présidents africains. Donc, il a ce rôle un peu de représentant de toute la communauté des présidents africains qui travaillent donc avec la France dans le cadre du précaré, quoi. Et lui, c'est une conception très positive, selon lui, de la France-Afrique, quoi. Et ça n'est que au milieu des années 90, au moment même où elle est en train de disparaître, que François-Xavier Verschave popularise le terme de France-Afrique sans tirer, hein, pour justement dénoncer en fait tout ce que nous venons de parler, tout ce dont nous venons de parler. Alors, juste pour vous dire, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur les reliquats de cette France-Afrique, ces stigmates, encore ces proximités, ces affinités, ces réseaux qui jouent, l'ambition affichée de la France sur la francophonie, le rayonnement de la France. Le président Macron a misé ces derniers temps, hein, ces dernières années, sur la culture en disant ça va être la culture française en Afrique et non plus les anciennes magouilles de la France-Afrique. Bon, donc on voit bien que ça s'inscrit tout de même
dans la continuité du point de vue des discours, mais les indicateurs dont nous disposons depuis plusieurs années, c'est ce retrait en fait. Ce retrait parce que on voit bien que, par exemple, la CFAO, qui est la plus grande entreprise d'import-export française en Afrique, qui est une entreprise coloniale qui existe encore aujourd'hui, elle a été rachetée récemment par Toyota. On voit que, par exemple, les ports africains qui étaient achetés par Bolloré dans les années 80, il vient de les vendre l'année dernière aux Chinois. Total qui était, on aurait pu parler de Elf, hein, le pétrole africain essentiel. Total ne veut plus travailler quasiment avec l'Algérie et le Gabon et mise tout sur l'Angola et le Nigeria. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est toujours l'Afrique, mais ça n'est plus l'Afrique dont on parlait, cette France-Afrique dont on parlait. En fait, il y a une reconfiguration vraiment aussi par le bas, ce qui n'empêche que vous avez entièrement raison sur ce que vous constatez vous-même au quotidien, au Sénégal, ailleurs, en Côte d'Ivoire, etc. Ça subsiste, hein. Cette culture-là, elle subsiste, ces mots subsistent. Mais la France n'a plus les moyens, n'a plus du tout les moyens de cette ambition si elle la nourrit encore. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à tous. Guillaume Blanc est maître de conférences en histoire contemporaine, Université Rennes 2. Il est notamment l'auteur de L'invention du colonialisme vert, paru chez Flammarion en 2020, et de Décolonisation, histoire située d'Afrique et d'Asie, 19e et 20e siècle, paru au Point en 2022. L'ouvrage collectif Colonisation, notre histoire est lui paru aux éditions du Seuil en 2023. Vous venez d'écouter une conférence enregistrée à la librairie Ombre Blanche. Enregistrement, réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.